Après-guerre, hein, le transport aérien était réservé à une élite. Et personne ne pouvait imaginer le développement qu'on lui connaît aujourd'hui. On recense déjà plus de 108 millions de passagers dans le monde et les spécialistes estiment que ce nombre va désormais doubler tous les 5 ans. La France profite elle aussi de cette démocratisation du transport aérien. Mais à l'époque, elle ne possède qu'un seul aéroport commercial international, Orly, à 14 km au sud de la capitale, et il est déjà complètement saturé. La première idée à l'époque est bien sûr d'agrandir Orly. Mais quand on prend cette décision, on sait déjà à l'époque que ça ne suffirait pas à faire face à toute la demande à futur. Très vite, les regards se tournent vers Roissy en France, une petite commune située à 23 km au nord-est de Paris. Baptisé Roissy-Charles de Gaulle, le nouveau terminal est officiellement inauguré en 1974. Les stars du tarmac se nomment alors Caravelle, Douglas DC-10 et bien sûr le gigantesque Boeing 747. L'aéroport Paris-Charles de Gaulle a été conçu pour accueillir les plus gros avions qui existent dans le monde. Et cette fois, pas question de se retrouver trop vite saturé. À l'origine, les concepteurs de l'aéroport ont prévu un terminal pour accueillir 10 millions de passagers. Et ils ont prévu, dans le programme de développement de cet aéroport, de reconstruire à l'identique des terminaux de 10 millions de passagers un peu partout sur la plateforme. Cet esprit visionnaire a permis à Roissy-Charles de Gaulle de s'adapter sans cesse aux nouveaux enjeux du développement aérien. Et les stars d'aujourd'hui, les voici. Le Boeing 777 et surtout le célèbre Airbus A380, le plus grand avion de ligne au monde, capable de transporter bien plus de passagers que ses glorieux prédécesseurs. Des avions de rêve qui desservent désormais l'une des 10 plus importantes plaques tournantes du trafic aérien mondial, ce que les anglo-saxons appellent un hub. Un hub, effectivement, c'est ce qui nous permet d'organiser l'arrivée, on va dire, d'une vingtaine d'avions avec des passagers qui vont repartir, par exemple, vers une seule destination. Autrement dit, un aéroport moderne comme Roissy n'est plus seulement un lieu de départ ou un terminus pour les passagers. C'est de plus en plus une simple escale. Des passagers qui embarquent ou débarquent désormais dans un gigantesque complexe aéroportuaire. Fait unique en Europe, ces 9 aérogares ne sont plus desservis par 2, mais 4 pistes. Après le camembert de 1974, les terminaux 2A, 2B, 2C et 2D voient le jour entre 1982 et 1993. Entre-temps, Roissy a ouvert le terminal 3 en 1991. En 1998, c'est au tour du 2F. Puis, les immenses halls d'embarquement K, L et M du terminal 2E sont mis en service entre 2003 et 2012. Quant au 9e et dernier terminal, le 2G, il est inauguré en 2008. Au total, l'aéroport s'étend sur plus de 3300 hectares. C'est énorme. Prenez la surface de Paris, un tiers, c'est Roissy. Ça s'est énormément développé et c'est devenu un environnement qui est très complexe, très dense. Air France 1532, tournée à droite d'Écosse, montée niveau unité 90. On avait 2 pistes, une seule tour de contrôle. Maintenant, on a 4 pistes, 3 voire 4 tours de contrôle. Vous allez voir que ces pistes sont aujourd'hui des dispositifs très sophistiqués qui n'ont plus grand-chose à voir avec les simples langues d'asphalte d'autrefois. La piste, c'est la porte d'entrée de l'aéroport. 4 pistes pour un seul aéroport. C'est 2 fois plus que tous les autres aéroports européens. Un choix stratégique décidé très tôt pour anticiper l'augmentation du trafic aérien. Et vous allez voir que grâce à lui, Roissy-Charles de Gaulle ne risque pas d'être saturé avant longtemps. Concrètement, ces 4 pistes fonctionnent en doublé, c'est-à-dire 2 par 2, afin d'optimiser leur utilisation. Un doublé, c'est 2 pistes. Une piste courte, une piste longue. Une piste courte sur laquelle les avions vont atterrir, parce qu'on a besoin de moins de distance pour s'arrêter que pour décoller. Et une piste longue sur laquelle les avions vont décoller.
Le premier doublé se trouve au sud des 9 aérogares et le second au nord. Ils sont distants de 3 km l'un de l'autre. On peut donc avoir des opérations en simultané d'atterrissage et de décollage qui se font aussi bien au nord qu'au sud. Ces deux doublés fonctionnent comme quasiment deux aéroports indépendants. Et c'est toute la force du système de piste de CDG. Ces doublés permettent à Roissy-Charles de Gaulle de gérer jusqu'à 1800 appareils par jour. Un record que lui envient tous ses concurrents européens. Finalement, aux heures de pointe, un avion va décoller toutes les 30 secondes ou atterrir toutes les 30 secondes. Cette capacité d'accueil exceptionnelle est un atout considérable pour un aéroport qui ne dort jamais. Charles de Gaulle a cette particularité d'être ouvert 24 heures sur 24. C'est essentiellement du trafic cargo, fret, qui opère entre minuit et 3 heures, 4 heures du matin. C'est grâce au balisage des pistes que les avions peuvent se poser en toute sécurité, en pleine nuit. L'objectif du balisage lumineux, c'est de créer une référence visuelle pour les pilotes. Il y a environ 30 000 points lumineux. Donc un point lumineux, c'est soit un feu de balisage, soit un panneau de signalisation, soit une balise obstacle. Ces repères lumineux sont également très utiles en plein jour lorsque la visibilité est mauvaise. C'est notamment le cas les jours de brume ou de brouillard. Sans balisage, impossible d'atterrir, de décoller ou même de se déplacer sur le tarmac d'un point à un autre. Pour le pilote, ces informations sont essentielles pour un aéroport aussi complexe que Paris-Charles de Gaulle. Pour éviter tout risque de mauvaise interprétation, le balisage aéronautique utilise un code universel. Quand un pilote arrive de Tokyo, par exemple, de nuit, il va reconnaître la piste immédiatement, puisque c'est le même balisage qu'à Tokyo. C'est très rassurant parce que du coup, vous vous retrouvez dans un environnement familier que vous maîtrisez, que vous connaissez bien. Pour bien comprendre comment fonctionne ce balisage, voici ce que le pilote aperçoit en phase d'atterrissage. Ses premiers points de repère lumineux lui indiquent l'axe de la piste et sa distance. Cette rangée de lumière perpendiculaire indique quant à elle le seuil de la piste. C'est le début de la piste. S'il se pose avant ce bord vert, il ne sera pas sur la piste. Après le seuil de piste, ces nombreuses rangées de signaux blancs marquent un autre point essentiel, la zone de toucher des roues. La touchdown zone, ou la zone de toucher des roues. Donc là, c'est une série de feux blancs qui vont lui donner la zone cible sur laquelle il doit poser ses roues. Une fois posé, l'avion doit rester juste au-dessus de ces signaux centraux. Ils lui garantissent d'être parfaitement aligné au centre de la piste pendant le freinage. Les balises latérales qui déterminent la largeur de la bande d'asphalte ont la même fonction. Lorsque les lumières centrales alternent entre rouge et blanc, c'est le signe que la fin de la piste approche. Par sécurité, l'extrémité de la piste est d'ailleurs signalée par une nouvelle rangée de lumières perpendiculaires. Si le pilote les franchit, il sait qu'il sera hors piste. Comme deux précautions valent mieux qu'une, lorsqu'on atterrit à plus de 200 km/h, le pilote dispose d'un autre système automatisé qui vient renforcer le balisage universel. Regardez ces 4 lumières rouges et blanches à droite de la piste. C'est ce qu'on appelle l'indicateur de pente d'approche, surnommé PAPI en anglais. Le PAPI, c'est un système qui indique, par un codage de couleurs, la pente à suivre pour se poser sur la piste. Son objectif, c'est d'avoir 2 rouges, 2 blanches. Ça veut dire qu'il est parfaitement sur un plan de descente qui est le plan de descente optimal pour tous les avions. Cette pente optimale est indiquée en bleu sur cette image. S'il est trop bas, au lieu d'avoir 2 lumières rouges, il en aura 3, voire 4. Et c'est une indication pour lui, soit pour corriger, s'il a le temps, s'il est assez loin, soit pour ce qu'on appelle remettre les gaz, c'est-à-dire repartir et faire un tour pour se positionner de façon sûre, pour faire un atterrissage sûr.
Le papy est donc une aide supplémentaire très utile à l'atterrissage, la plus dangereuse des phases de vol. À condition toutefois que le pilote puisse distinguer les 4 signaux lumineux. C'est pourquoi les pistes d'atterrissage sont équipées d'un second dispositif capable de guider n'importe quel avion, même lorsque la visibilité est nulle. Une balise située sous la piste émet une onde radioélectrique en direction de l'appareil. Cette onde permet au pilote de savoir s'il est correctement aligné et s'il vole à la bonne altitude. Dans son cockpit, le pilote ne quitte pas des yeux ce cadran. Il doit voler de façon à garder la croix bien centrée, horizontalement et verticalement, comme s'il visait une cible. La ligne verticale indique l'alignement de l'avion par rapport à la piste. Et la ligne horizontale, l'altitude et l'assiette de l'appareil. Tant que la croix est parfaitement centrée, inutile de regarder dehors. La trajectoire de l'appareil est idéale. C'est une sorte de toboggan virtuel qu'ils doivent intercepter. Donc ils interceptent ce fil grâce à l'aide au sol et grâce à leurs instruments. Et ensuite, ils doivent suivre ce fil virtuel.